Salut les dessineux et dessineuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un speed drawing, c'est-à-dire un dessin en accéléré. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé le dessin de ce petit garçon avec sa perruche sur l'épaule, depuis le croquis, en passant par l'ancrage, jusqu'à la phase de mise en couleur. Ce sera l'occasion de parler de stratégie et de choix de couleurs quand on travaille sur un papier teinté, puisque je vais travailler dans mon carnet préféré qui a un papier brun naturel. Ce sera l'occasion de vous parler un petit peu de ce carnet d'ailleurs, et au moment de l'ancrage, je vais aussi en profiter pour vous montrer le stylo plume un petit peu spécial que j'utilise pour faire mes ancrages. Donc ouvrez bien vos yeux et vos oreilles parce qu'il y a plein de petites astuces à venir, et maintenant c'est parti pour la vidéo. Je vais réaliser ce dessin dans un de mes carnets préférés, alors j'en profite pour vous le montrer et vous en parler un peu. Il s'agit du Sketch Authentic Book de la marque SMLT. C'est un carnet cousu, donc il est souple et surtout il est fin. C'est une des raisons pour lesquelles je l'aime bien parce qu'il se range facilement et il se glisse facilement dans un sac. Il est fermé avec un marque-page à élastique très sympa et à l'intérieur on a un papier brun naturel de 135 grammes par mètre carré, donc déjà légèrement épais, avec un grain parfait pour travailler au crayon ou à l'encre. Là, je l'ai ouvert au milieu, vous pouvez voir la couture rouge qui est joliment faite. Ça donne un côté artisanal au carnet que j'aime beaucoup, de même que ce papier brun à l'aspect naturel, presque un peu brut. Le crayon de couleur ressort merveilleusement bien sur ce papier. J'ai trouvé ce type de brun nulle part ailleurs parmi les papiers teintés. Le seul qui s'en rapproche un peu, c'est le Craft Brut, mais il a quand même pas tout à fait le même aspect et surtout il a pas la même texture. Je trouve ça plus agréable en termes de sensation de travailler sur ce papier-là plutôt que sur du Craft parce que c'est moins glissant, j'ai l'impression que le crayon accroche mieux. Et voilà pour terminer la couture sur la tranche. Vous voyez que le carnet est vraiment souple. Ça peut être son seul désavantage parce que pour dessiner en plein air par exemple, il faut prévoir de mettre en dessous un support un petit peu rigide comme une petite planche à dessin. Moi je le fixe tout simplement sur un carton avec une pince et ça fait très bien l'affaire. Et l'avantage au fait qu'il soit très souple par contre, c'est qu'il est possible de replier complètement les pages en dessous du carnet et ça c'est pas possible avec un carnet ayant une couverture rigide. Donc moi je le trouve très pratique, mais chacun a ses préférences en matière de carnet. Le truc bien, c'est que ce papier est aussi disponible en bloc spiralé A4 si jamais vous aimez le papier, mais pas le format du carnet. Ceci étant dit, vous voyez que j'ai préparé mon dessin au crayon gris. Quand je dessine dans ce carnet, c'est généralement pour de la détente, en mode dessin rapide, et je fais mon croquis au crayon gris directement dans le carnet avant d'ancrer mon dessin ou de le colorier ou les deux. Mais là, comme je voulais vous montrer comment je fais mon croquis, je l'ai préparé à part sur un papier blanc pour que vous voyez mieux ce que je fais, parce que je me suis dit que si je travaillais au gris sur le papier brun, ça n'allait pas très bien ressortir à la caméra. Mais gardez en tête que je l'ai fait exprès pour vous, et que d'habitude, je ne passe pas par cette étape pour des dessins rapides comme celui-là. Donc c'est parti pour le croquis et pour le réaliser, je vais m'appuyer sur cette référence photo de Febriane Zakaria trouvée sur le site Unsplash. J'ai recadré la photo autour de mon sujet, c'est-à-dire le petit garçon avec la perruche sur l'épaule, parce que tout ce qu'il y a autour, ça ne m'intéresse pas. Pour démarrer mon croquis, je trace à main levée les lignes qui marquent le milieu sur l'horizontale et la verticale pour me donner quelques repères et je commence par esquisser la forme générale du petit garçon. Une fois que j'ai posé cette grande forme, je commence à subdiviser l'intérieur et pour placer les différents éléments, je les compare les uns aux autres, c'est-à-dire que j'observe ma référence photo en cherchant des points de repère pour évaluer les distances et les angles entre ces éléments. À ce stade, je ne m'occupe pas du tout des détails, je veux simplement placer grosso modo tous les éléments principaux et je ne me soucie pas non plus d'être parfaitement exact parce que je suis sur un dessin rapide. C'est seulement quand mon esquisse globale est terminée que je vais aller détailler certaines choses importantes. En l'occurrence ici, je suis partie pour détailler les éléments du visage du garçon. Ça, c'est vraiment important que ce soit bien dessiné, évidemment. Donc je redéfinis plus précisément les contours, j'ai notamment fait attention de dessiner le renflement de la pommette et je dessine l'œil, le nez, la bouche et l'oreille en me rappelant de l'anatomie du visage en perspective puisqu'ici le visage n'est pas vraiment de profil, il est tourné dans la direction opposée à nous, ce qui fait que le nez est quasiment caché par la pommette, la bouche est aussi en partie cachée par la joue et on voit l'arrière de l'oreille. Toutes ces notions-là, vous pouvez les retrouver dans la formation portrait de Pete disponible sur le blog d'apprendre à dessiner. Pour les cheveux, je dessine simplement les contours des grandes mèches au sommet du crâne et celui des toutes petites mèches qui arrivent sur la nuque et la tempe, et ça suffit.
Et quand je me rends compte que quelque chose n'est pas tout à fait en place, je n'hésite pas à gommer et à rectifier. Là par exemple, sur le bec de la perruche, je vais m'y reprendre à plusieurs fois parce qu'il a une forme particulière et comme il est un petit peu ouvert, on voit le volume de la partie inférieure et la petite langue à l'intérieur. Mais je fais en sorte de simplifier au maximum et de ne pas me perdre dans des détails inutiles. Je place uniquement les contours des éléments qui me paraissent les plus importants, par exemple ceux qui permettent de délimiter des parties anatomiques, des ombres ou des formes particulières qui permettent de faire comprendre ce que je suis en train de représenter. Les détails plus fins viendront plus tard au moment de la mise en couleur. Là par exemple, au niveau de l'épaule et de l'aisselle, il y a pas mal de plis dans le t-shirt, donc ce serait facile de se perdre. Et ce que je fais généralement, c'est que je dessine les contours des plis et des ombres les plus foncées au creux de ces plis, et ça me suffira à me repérer par la suite. Donc là, je suis en train de terminer tranquillement mon esquisse, il ne reste que quelques éléments à détailler. Je précise que pour cette esquisse, j'ai appuyé beaucoup plus sur mon crayon que je ne le fais habituellement, et ça, c'est seulement pour que vous voyez bien ce que je fais à la caméra. En temps normal, j'aurais à peine effleuré mon papier pour réaliser mon esquisse, histoire de ne pas abîmer mon papier avant la mise en couleur. Et voilà l'esquisse terminée, je n'ai plus qu'à la décalquer pour la transférer dans mon carnet brun. Comme je disais plus tôt, d'habitude je n'aurais pas fait cette étape, c'était juste pour pouvoir vous montrer ça correctement à la caméra. Habituellement j'aurais dessiné directement dans mon carnet avec une main très très légère pour ne pas marquer le papier. Donc maintenant, je vais passer à l'étape de l'ancrage et je vais en profiter pour vous montrer le stylo plume que j'utilise habituellement et que j'adore. C'est le Sailor Fude Demanen vert importé du Japon. Et qu'est-ce qu'il a de particulier à part son nom bizarroïde? Eh bien, sa pointe est pliée. Si vous voyez ça pour la première fois, vous vous demandez peut-être s'il ne serait pas tombé par terre sur sa pointe, mais non, je vous assure, sa pointe est bel et bien comme ça, pliée à 55 degrés. Il a un frère, le Sailor Fude Demanen bleu, qui lui a une pointe pliée à 40 degrés, donc l'angle est moins important, mais selon moi ça diminue un petit peu l'intérêt de la chose. Alors quel intérêt justement d'avoir un stylo plume avec une pointe brisée comme ça? Eh ben ça permet de faire varier très facilement l'épaisseur des lignes pour créer des pleins et des déliés. Quand on met le stylo plutôt à la verticale pour travailler avec la pointe, ça permet de créer des lignes fines, et plus on l'incline vers l'horizontale pour travailler sur le plat de la pointe, plus la ligne est épaisse. Ça demande un temps d'adaptation et de prise en main, mais une fois qu'on a commencé à jouer avec, c'est un régal parce que ça permet de créer des lignes beaucoup plus dynamiques et vivantes qu'avec un stylo liner classique. Et en travaillant sur le plat de cette pointe brisée, ça permet aussi de remplir très facilement certaines surfaces en noir, comme j'ai fait là dans l'orifice de l'oreille, quasiment comme avec un feutre pinceau. Donc avec un seul stylo plume, on peut faire beaucoup de choses et il est vraiment versatile et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Alors pour réussir de beaux ancrages avec un côté dynamique, j'essaye toujours d'avoir des traits francs et de les faire rapidement, en une seule fois et en évaluant mon point d'arrivée avant de faire chaque trait. Je ne repasse pas plusieurs fois au même endroit en faisant plein de petits traits, je ne dessine pas non plus tout doucement parce que sinon le trait manquera d'énergie, il risque même d'être un petit peu tremblotant. Alors je me suis beaucoup exercée pour gagner en sûreté, malgré tout ça m'arrive encore d'avoir un geste qui ne part pas tout à fait comme je voudrais, mais j'ai appris à faire avec et à ne pas essayer de corriger surtout parce que d'expérience je sais que ça ne fait qu'empirer les choses. Je préfère accepter les petites choses pas tout à fait exactes et travailler autour. Donc voici le dessin ancré, j'ai effacé les traits au graphite qui étaient encore visibles avec ma gomme mie-de-pain et je suis prête à démarrer la mise en couleur. Pour ça, je vais utiliser principalement mes crayons de couleur Prismacolor premier. Il n'y a que pour les couleurs noires et blanches que je vais utiliser des crayons d'autres marques. Mais peu importe la marque de crayon, ce qui est intéressant ici, c'est plutôt les stratégies en termes d'utilisation des couleurs. Comme on est sur un papier brun, ce qui est top, c'est d'utiliser des couleurs claires aux endroits où il y a des lumières et tout de suite, elles vont ressortir. Ici, par exemple, j'ai tout de suite mis une couleur crème sur les parties un peu éclairées du visage et plus tard, je vais les accentuer encore en mettant un peu de blanc par-dessus. Pour le reste du visage, je choisis des couleurs un peu orangées en guise de base pour la peau. Alors pas des orangés flashy, plutôt des teintes un petit peu rousses. Et pour les ombres, j'aime bien utiliser des couleurs un peu prunes, bordeaux, rouge-violet, qui rappellent la couleur du vin rouge. Généralement avec les Prismacolor, je choisis soit la couleur cerise noire ou la couleur raisin noir. Je trouve que ça se marie très bien avec ce papier brun. J'introduis aussi du rouge à certains endroits, là où la peau est fine et translucide, comme derrière les oreilles, parce que ce sont les endroits où les vaisseaux sanguins affleurent un petit peu plus. Mais là aussi, j'utilise pas un rouge flashy, mais un rouge un petit peu brun, type terre cuite.
Et pour fondre un peu mieux les couleurs et tamiser un peu les orangés, je repasse le visage en appuyant légèrement sur mon crayon avec une couche de couleur saumon qui tire donc un petit peu plus sur le rose et ça va permettre de contrebalancer un peu les orangés et éviter que le visage n'ait l'air trop orange. Toutes les couleurs un petit peu naturelles type sable, ocre, roux, brun rouge, prune vont très bien s'harmoniser avec un papier de couleur brune comme ça. Et toutes les couleurs bleues en revanche vont venir contraster avec. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de dessiner ce petit garçon avec son t-shirt bleu parce que je savais que ça allait bien ressortir sur le papier. Et du bleu, j'en introduis aussi un peu dans mes ombres à certains endroits pour les refroidir, histoire que tout ne soit pas rouge et orangé. Je vais aller en mettre dans les cheveux également, en utilisant notamment un bleu très pâle pour faire ressortir les lumières sur les mèches au sommet du crâne. Ça va permettre de contraster avec les couleurs plus chaudes, jaune, orange et rouge, que j'ai introduites sur la partie avant de la chevelure qui capte la lumière du soleil. Donc dans la chevelure, vous voyez que je ne mets pas que du brun et du noir parce que ça serait trop terne et plat. J'ai fait une base avec ma couleur cerise noire et j'introduis d'autres couleurs plus intenses par petites touches, là où il y a des lumières surtout, et je ne m'amuse pas à dessiner chaque cheveu, je fais simplement attention à ce que mes traits aillent dans le sens des mèches et qu'ils soient plus courts là où les cheveux sont plus courts. Ici, j'ai terminé de poser cette base colorée sur les cheveux. J'ai ajouté un peu de gris foncé aussi sur les parties les plus sombres de la chevelure pour commencer à la foncer. Et je viens de commencer à introduire le noir en le mettant surtout aux endroits des ombres évidemment. Et il va tout de suite venir contraster avec les couleurs que j'ai posées avant et les faire ressortir. Je le dis souvent, mais pour faire ressortir les lumières, il faut des ombres. Donc là où il y en a besoin, il ne faut pas hésiter à pousser un peu les contrastes de valeur. Et d'ailleurs, tout à la fin de ce dessin, vous verrez que je viendrai remettre un coup de noir sur la chevelure pour la foncer encore. Là, j'ajuste encore les lumières sur le visage avec du blanc ainsi que quelques détails avant de m'attaquer à la petite perruche sur l'épaule du garçon. Alors la perruche, c'est la partie fun parce qu'elle est très colorée. J'ai commencé avec un jaune citron clair et bien vif pour cartographier un petit peu les différentes zones du plumage et puis j'ai continué avec du orangé et du rouge écarlate sur sa tête. Même si la perruche est petite, je procède quand même par couches pour intensifier mes couleurs petit à petit. L'erreur, ce serait de vouloir obtenir des couleurs très vives et saturées d'un seul coup en appuyant tout de suite très fort sur le crayon parce que ça donnerait un rendu plat. La perruche, elle a quand même des ombres et des volumes, même si elle est petite. Et même si je ne me soucie pas de coller exactement à ma référence photo et qu'à cette échelle, je ne peux pas faire des détails très fins, je veux quand même rendre cette impression de 3 dimensions et de petites couches de plumes empilées les unes sur les autres. Donc ici par exemple pour la partie verte du plumage, j'ai commencé avec une sorte de vert citron clair et je continue d'intensifier le plumage avec un vert plus foncé. De même là j'ajoute un jaune soleil par-dessus le jaune citron que j'avais posé au départ pour délimiter les parties jaunes du plumage. Je fais attention de travailler dans le sens du plumage, même à cette échelle, et je garde la mine de mon crayon vraiment bien taillée parce que je suis sur quelque chose de petit et fin. Pour les ombres, je continue d'utiliser ma couleur prune, mais j'introduis aussi un petit peu de bleu indigo très foncé à certains endroits. Et je continue de peaufiner comme ça le plumage, mais sans trop rentrer dans les détails non plus, parce que je veux rester relativement rapide sur ce dessin. Donc quand je vois que j'ai réussi à donner suffisamment de couleur et de volume à la perruche, je passe à la suite. Et la suite, ça va être le t-shirt, une fois que j'aurai fait la couleur de la peau sur le bras que j'avais oublié. Et j'utilise les mêmes couleurs que pour le visage, du crème sur les lumières, du orangé sur le reste, du prune, du brun rouge et un peu de bleu dans les ombres, et un petit peu de couleur saumon par-dessus pour lier et tamiser tout ça. Et c'est parti maintenant pour le t-shirt et je commence par dessiner les motifs imprimés sur l'avant avec des couleurs vives et du blanc. Vous voyez que je me suis même pas souciée de dessiner les contours de ça au préalable parce que ça m'est égal de faire quelque chose d'approximatif. Je veux juste qu'on comprenne qu'il y a un imprimé sur l'avant du t-shirt. Vous aurez peut-être noté aussi que j'ai totalement omis le sifflet que porte le petit garçon autour du cou sur la photo parce que pour moi ça n'apportait aucun intérêt et à une échelle aussi petite ça aurait été très difficile de le dessiner proprement, ça aurait juste ajouté du fouillis. Donc rappelez-vous toujours que c'est vous l'artiste, vous n'êtes pas obligé de copier bêtement chaque détail d'une référence photo, il ne faut pas hésiter à enlever des éléments s'ils n'apportent rien de plus que de la confusion et qu'ils chargent l'image inutilement.
Ceci étant dit, j'ai presque terminé de poser mes lumières sur le t-shirt avec un crayon blanc. Ici, j'ai utilisé un luminance de Caran d'Ache et je vais maintenant venir accentuer les ombres en utilisant de nouveau ma couleur prune parce que ça ira bien sous le bleu. Comme ça, j'utilise la même couleur partout dans les ombres, que ce soit sur la peau ou le t-shirt, et ça permet d'unifier l'ensemble du dessin. Parce que si je n'avais utilisé que du bleu et du gris pour faire les ombres du t-shirt, il aurait peut-être semblé un petit peu déconnecté du reste et plaqué artificiellement sur le petit garçon. Donc encore une fois, ici c'est moi l'artiste, je ne cherche pas à coller exactement aux couleurs de ma référence photo, même si je m'en inspire évidemment, mais je réfléchis plutôt pour que chaque chose que je fais serve mon dessin et le rende harmonieux. Alors ici, j'ai commencé à appliquer une couche de bleu clair par-dessus le blanc que j'ai mis pour faire ressortir les lumières et par-dessus le prune que j'ai posé pour accentuer les ombres. Et ce qu'il faut comprendre à propos du crayon de couleur, c'est qu'il est translucide, donc ni totalement transparent, ni totalement opaque. Ça veut dire que quand on applique une couleur par-dessus une autre, on va bien évidemment voir cette couleur qu'on était en train d'appliquer, puisque le crayon de couleur possède un certain degré d'opacité, mais les pigments des couleurs qu'on a appliquées en dessous vont transparaître aussi dans une certaine mesure, puisque le crayon de couleur n'est pas totalement opaque. Et c'est cette propriété-là que je suis en train d'exploiter, puisque là où j'ai appliqué du blanc en dessous, mon bleu va paraître plus clair, alors que là où j'ai appliqué du prune en dessous, il va paraître plus foncé. Et entre les deux, là où il y a juste le brun du papier sous la couche de bleu, je vais obtenir mes bleus intermédiaires. Le papier brun va permettre de les tamiser d'ailleurs, c'est l'avantage de travailler sur un papier comme ça vient automatiquement tamiser les couleurs vives et ça les rend moins flashy, moins atomiques que quand on travaille sur papier blanc. Et vous voyez qu'après avoir appliqué ma première couche de bleu clair, j'ai remis du blanc sur les lumières et du prune dans les ombres pour les accentuer à nouveau, et maintenant je viens mettre une deuxième couche d'un bleu plus foncé en utilisant une fois de plus le côté translucide du crayon de couleur. Donc encore et toujours, je procède par couches successives sans appuyer sur mon crayon pour bâtir de la profondeur dans mes couleurs et donner du volume à mon dessin. C'est comme ça que ça marche le crayon de couleur, hein. C'est une affaire de patience et de superposition de couches qui permettent de faire monter progressivement la complexité. Au final, même si les couleurs auront l'air fondues les unes dans les autres, notre cortex visuel, lui, va percevoir inconsciemment le fait qu'il y a plein de petites strates de crayon et c'est ça qui va le mystifier en quelque sorte et lui faire dire que c'est réaliste. Là, j'arrive sur la finalisation du t-shirt. J'ai posé suffisamment de couches de crayon sur le papier, du coup je peux me permettre d'unifier un peu tout ça. Et pour ce faire, j'ai pris un crayon blender transparent. J'en passe une couche sur tout le t-shirt sauf sur les motifs à l'avant, en appuyant bien sur le crayon blender pour brunir la surface. Et tout de suite, ça écrase le grain du papier, ça fait ressortir d'un seul coup le bleu, et ça permet de mieux fondre les couleurs les unes dans les autres. C'est l'étape que j'aime le moins parce qu'il faut appuyer, ça fait un peu mal aux doigts et il faut tailler le crayon blender toutes les 10 secondes. Quand je suis en mode croquis rapide, je fais même pas ça. Mais sur un dessin un petit peu fignolé, il faut avouer que ça met vraiment la touche finale et que ça permet d'avoir un beau rendu bien propre. Et maintenant, dernière étape pour terminer ce dessin, comme je vous l'avais annoncé au début de la mise en couleur, à ce stade j'ai décidé d'ajouter du noir dans la chevelure pour la foncer un peu, parce qu'en plissant les yeux, je la trouvais trop palichonne par rapport au t-shirt. Donc je voulais l'assombrir pour la faire contraster un petit peu plus avec le visage, et évidemment en la faisant contraster avec le visage, ça fait aussi ressortir un petit peu plus ce dernier. Et j'ajoute aussi encore quelques couleurs dans la chevelure au niveau des lumières pour renforcer celles que j'avais déjà posées au début et les faire contraster avec le noir. Et voilà le dessin complètement terminé. Dans la réalité, j'ai mis à peu près 2h30 à faire la mise en couleur, sans compter le croquis et l'ancrage. Donc évidemment ici, j'ai beaucoup accéléré la vidéo. Certaines personnes trouveront peut-être ça long, 2h30, mais en fait, pour du crayon de couleur, je peux vous dire que c'est rapide. C'est pour ça que j'ai dit au début que ça, pour moi, c'est un dessin rapide. Aussi parce que je n'ai pas cherché à être parfaitement exact, mais plutôt à dessiner rapidement. Mais je suis très contente du rendu final.
Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a donné des idées sur la manière de travailler au crayon de couleur sur un papier teinté. Évidemment, le choix des couleurs va dépendre de la couleur du papier puisqu'il existe plein de couleurs de papier différents. Il n'y en a pas que des bruns, évidemment, il y a aussi des papiers de couleur sable, de couleur verte, de couleur bleue, de couleur bordeaux, de couleur grise. Donc le choix des couleurs va être un petit peu différent selon le papier, mais ça fera peut-être l'objet de futures vidéos. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo-ci, n'oubliez pas de laisser un petit like et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou de vos questions sous la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.